Mes chers collègues, nous terminons ce jour les auditions de la commission d'enquête en recevant Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, que je remercie tout particulièrement d'avoir pu se rendre disponible au regard des contraintes de son agenda. Ces 2 mois et demi de travail nous ont permis d'entendre, à travers 44 auditions, aussi bien les experts scientifiques et techniques que les élus des différents territoires concernés, les services déconcentrés de l'État, mais aussi des universitaires, des assureurs, les opérateurs de réseau, les organismes régionaux, les directions centrales des ministères concernés et enfin le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, M. Christophe Béchu, et vous-même aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La gestion des risques naturels majeurs Outre-mer concerne à l'évidence plusieurs ministères, dont au premier chef celui de l'Intérieur et des Outre-mer, et c'est de leur synergie que découlent les différentes politiques publiques en matière d'anticipation, de gestion de crise puis de réparation. De ces travaux, je retiens l'engagement de l'État et des collectivités concernées pour toujours améliorer la prévision, la prévention, puis la protection et la remise en état des territoires. La façon dont a été géré le cyclone Belal en est la parfaite illustration. Je retiens aussi la grande résilience de nos compatriotes d'outre-mer pour faire face à ces risques qui font souvent partie de la mémoire collective de ces territoires, pour la plupart insulaires et souvent archipélagiques. Reste que le réchauffement climatique et ses effets amplificateurs sur le phénomène cyclonique, la découverte toujours possible de nouveaux risques, comme l'éruption du volcan sous-marin Fani Maoré à Mayotte en 2018, l'extension des feux de forêt, les glissements de terrain et l'érosion côtière démontrent l'impérieuse nécessité de renforcer les actions. Ce sont ces attentes que je vous livre aujourd'hui, Monsieur le ministre, au nom de tous les élus ultramarins et de leur population. Cette audition, je le précise, est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Monsieur le ministre, je vous laisserai la parole pour une présentation des différentes actions d'ores et déjà conduites, mais aussi celles à venir de votre ministère avant que nous poursuivions nos échanges sous la forme des questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle, Monsieur le ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le ministre. Je vous donne acte de votre prestation de serment. Je vous invite maintenant, sans tarder, si vous le voulez bien, de faire votre propos introductif à nos débats. Merci, Monsieur le Président Kamardine. Je salue Monsieur le rapporteur Vuilletet et tous les membres de votre commission. Vous m'interrogez dans le cadre de votre commission d'enquête et j'essaierai évidemment, en fonction des informations qui sont à ma connaissance, dans une logique évidemment de transparence, de tirer tous les renseignements utiles de à la fois l'expérience que j'ai pu avoir depuis 2 ans au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, 2 ans que l'Outre-mer est dans le portefeuille, mais aussi bien sûr dans les études que nous avons pu commander pour votre commission d'enquête. Si la principale mission du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en matière de risques naturels et surtout la gestion, vous le savez, Monsieur le Président, des crises, une fois l'événement déclaré, bien sûr pour secourir les personnes, et je voudrais saluer évidemment tous ceux qui y concourent, les sapeurs-pompiers, les associations de protection civile, les agents de préfecture, les policiers, les gendarmes. Et je veux aussi dire que notre travail, ce sont des enjeux de prévention, même si ces préventions sont souvent le rôle précis du ministère de la Transition écologique ou des collectivités locales ou des gouvernements autonomes quand c'est le cas. Mais le ministère de l'Intérieur ne veut pas ne pas voir qu'il a un rôle dans la prévention des risques, bien sûr pour les personnes, mais aussi pour les biens. C'est donc bien dans vos travaux, dans la globalité qui m'intéresse, et à toutes les échelles. Je me suis souvent rendu sur les territoires de notre pays qui connaissaient des risques naturels tellement avérés que le drame s'était déroulé. Je me rappelle d'ailleurs, avant même mes fonctions ici au ministère de l'Intérieur des Outre-mer, être allé à Saint-Martin accompagné du président de la République, puisque les douaniers et un certain nombre de reconstructions relevées du ministère des Comptes publics. Mais je me suis aussi récemment rendu à La Réunion, après le passage de l'ouragan Belal, fin janvier,
pour montrer effectivement aux agriculteurs, aux citoyens, aux collectivités locales, d'abord que nous étions auprès d'eux en cas de drame. C'est le cas avec la vie de 4 personnes qui a été emportée avec l'ouragan, mais aussi, bien sûr, dans la reconstruction économique et sociale. Le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en particulier, est le ministère des crises. C'est même le ministère de la gestion des crises. Qu'elle ait lieu en hexagone ou en territoire ultramarin, chaque crise, chaque événement doit évidemment faire l'objet d'une prise en charge efficace des personnes et des biens, et j'insiste évidemment sur les 2 points. L'ensemble des centres opérationnels des préfectures, notamment, sont en permanence en alerte, et nous ferons remonter, vous le savez, quand il y a une crise, ou juste avant la crise, en temps réel, en lien avec les préfectures, tous les éléments qui permettent aux services de secours d'être coordonnés et laisser souvent au préfet le soin de prendre les décisions, tout en ayant au ministère de l'Intérieur des informations en temps réel. Cette dualité entre l'échelon local, dirigé par le préfet ou le haut-serre, et l'échelon national, dirigé par le ministère de l'Intérieur avec le directeur général de la sécurité civile et des crises, implique aussi, je le sais, tous les acteurs locaux, notamment les collectivités locales, avec le binôme sacré maire-préfet. On le connaît depuis le Covid, mais singulièrement quand il y a une crise, le maire étant sans doute celui qui, le premier, est agent de la sécurité civile, avant même parfois l'arrivée des professionnels de la sécurité civile. Il prouve, je crois, à chaque crise, ce modèle maire, préfet, autorité nationale, sa pertinence. Et je pense que l'on peut dire, dans les domaines sanitaires, sociaux, climatiques, mais aussi sécuritaires, que notre modèle, qui connaît de nombreuses crises, dans tous nos territoires ultramarins, quand on regarde les autres territoires comparables, est le modèle le plus résilient et celui qui empêche le maximum de morts et de destruction. Si l'ensemble des travaux de votre commission me concerneront plus ou moins directement, vous m'en voudrez pas de limiter mes champs de réponse à ceux qui me sont propres. Mon collègue Christophe Béchu, je crois, a d'ores et déjà répondu à votre audition, et d'autres le sauront peut-être sans doute, mais j'ai entendu que j'étais le dernier, donc je retire cette phrase. Le territoire français est très régulièrement soumis à des risques naturels. J'évoquais le cyclone Bellal, mais je peux aussi parler de la tempête Ciarán, qui a touché le Finistère ou les inondations du Pas-de-Calais, la tempête Alex, qui a touché les Alpes-Maritimes, ou encore les méga feux de forêt qui ont touché la Gironde. C'est de ces éléments de crise, en Outre-mer, en Hexagone, que nous nous nourrissons pour améliorer partout sur le territoire national des scénarios et donc prédisposer des moyens et y mettre des investissements. Je veux cependant souligner que les évolutions climatiques vont rendre ces phénomènes de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Nos Outre-mer seront particulièrement touchés. En premier, je pense au recul du trait de côte. Si je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, 75% des habitants de Nouvelle-Calédonie habitent en direct sur une côte qui connaît peut-être demain une érosion. Je pense à la disparition d'atolls ou d'îles. Je pense évidemment à la Polynésie française, à la sécheresse que Mayotte a connue dans des conditions absolument terribles, et évidemment des cyclones, des ouragans, des tremblements de terre. Ces calamités qui sont de plus en plus fréquentes, sans doute, avec le réchauffement climatique que nous évoquons. Nos territoires ultramarins, sans doute ceux d'ailleurs qui sont en premier dans le Pacifique, puis dans l'océan Indien et dans les Antilles, sont touchés comme tous les autres territoires, avec, si j'ose dire, pour les autres territoires comme difficulté de ne pas avoir la France et son modèle de sécurité civile et son modèle d'investissement comme intervention. Ces événements sont désormais dans votre quotidien, à vous, les élus ultramarins et représentants publics qui travaillent sur les territoires ultramarins. Plus personne, quel que soit son lieu de résidence, son niveau social, peut s'estimer totalement à l'abri de ces phénomènes. À la différence de l'Hexagone, les départements d'outre-mer sont soumis au cocktail de risques, et pas simplement à un risque. Car tous les risques existent en outre-mer, sauf le risque d'avalanche. Tous les risques existent en outre-mer. La totalité des risques s'y trouve donc: inondations, séismes, éruptions volcaniques, cyclones, tempêtes, mouvements de terrain, feux de forêt, et peut-être, si il devait y avoir d'autres événements qui se cumulent, tsunamis, comme d'autres territoires pas très loin de nos territoires ultramarins les ont connus. Cette palette de cocktails de crise impose donc un cocktail de réponse, si j'ose dire, dans chacun des territoires, d'autant plus difficiles qu'ils sont parfois très éloignés du centre, bien sûr, de décision qu'est l'Hexagone. Cette spécificité implique évidemment une préparation et une anticipation extraordinaire.
C'est en particulier l'objet des plans Orsec que vous connaissez et qui démontrent à chaque fois leur efficacité. Les phénomènes les plus forts, donc, sont de plus en plus récurrents et quasiment toutes ces collectivités sont soumises donc, à plusieurs événements chaque année. S'ils ne sont fort heureusement pas tous d'une intensité extrême, s'ils ne causent pas tous des morts ou des blessés, ils nécessitent à chaque fois une capacité de prévention, d'intervention le plus en amont possible, notamment aidée par les grands progrès qu'a fait Météo France, que je voudrais évidemment saluer. La récurrence de ces phénomènes permet aussi, dans l'autre sens, de mieux appréhender les impacts et donc de mieux nous préparer. Et prévoir ces phénomènes, c'est évidemment le travail principal de la sécurité. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme dit le dicton. La distance et l'insularité, autre spécificité des territoires ultramarins, à l'exception peut-être de la Guyane, qui peut être une forme d'île aussi, enrobée, si j'ose dire, par ces fleuves, doivent évidemment être intégrées tout particulièrement dans un dispositif de gestion de crise. De ce fait, des renforts mettent un certain temps parfois pour arriver du territoire national ou des grands pays qui les entourent. Une coopération efficace avec les acteurs locaux est donc essentielle, et la prédisposition des moyens également, ainsi que la culture du risque pour la population. Lors du dernier cyclone à La Réunion, les équipes locales ont œuvré dès la fin de l'alerte violette, avant l'arrivée même des premiers renforts en provenance de Mayotte. Pour organiser la réponse, il faut donc installer très en amont des équipements et renforcer évidemment la formation des équipes sur place et permettre aussi le transport, ce qui était évidemment un sujet à la fois du matériel et des personnes. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, que vous avez votée dans votre grande majorité, messieurs les députés, prévoit, vous le savez, pour la première fois un volet spécifique pour les Outre-mer avec la mise en place de détachements militaires de la sécurité civile des pays aux Antilles, les fameux FORMISC, en océan Indien et donc aux Antilles avec du matériel et des équipements pour les permettre, en cas de catastrophe, d'organiser en premier la réponse sans attendre tout de suite l'arrivée des renforts nationaux. L'accroissement des événements et de leur intensité impose donc le développement d'actions de communication et de sensibilisation des populations aux risques, adaptées à chaque territoire. À force d'être habitués au risque, de répéter les mêmes gestes, on sauve des vies, parfois encore plus que lorsqu'on y met des moyens pour sauver des vies après le drame. Parce que si les territoires ultramarins, Monsieur le Président, ont d'ores et déjà fait montre de leur très grande capacité de résilience, de reconstruction, notamment pendant la période Covid, elle est aussi vraie s'agissant de cette reconstruction de ce que nous connaissons aujourd'hui, ces phénomènes cocktails, comme j'évoquais tout à l'heure. Il faut donc s'y préparer et préparer sa jeunesse, qui aura à en connaître sans doute davantage encore que leurs aînés. Face aux phénomènes cycloniques, on range tout ce qui peut s'envoler. On protège parfois les parois vitrées, on se met en sécurité, mais aussi on construit, et on construit, si possible, en commun. Je veux dire que la République est grande pour les territoires ultramarins. J'ai eu à inaugurer, par exemple, depuis longtemps, nous y travaillons avec plusieurs gouvernements différents, une école anti-cyclone dans une île des Tuamotu de 450 habitants. Désormais, d'ici la fin du quinquennat du président de la République, 75% des îles de la Polynésie française connaîtront un abri cyclonique qui sert à un autre usage, par exemple une école, par exemple une mairie, par exemple un lieu de santé. La population qui est prévenue du lieu où elle doit se rassembler, des premiers gestes qu'elle doit faire, de la façon dont elle doit communiquer, c'est des vies sauvées. Et avant tout, c'est ça, la prévention des risques en outre-mer. C'est aussi grâce à cette vigilance que le bilan est très souvent limité grâce à l'action de la population, notamment parce que les services de secours n'ont pas été saturés par des appels généralisés. La prévention a donc besoin de visibilité pour être bien intégrée et pleinement assimilée comme faisant partie du quotidien. Dans les Antilles, par exemple, je veux prendre à témoin les semaines sismiques et répliques avec un cas, partis respectivement en Guadeloupe et en Martinique, qui montrent des campagnes de prévention réussies. La journée de résilience, le 13 octobre, que nous avons lancée en 2022, doit mobiliser plus largement encore les populations ultramarines, mais aussi hexagonales. Nous devons travailler, si j'ose dire, à la japonaise, en mettant le citoyen au cœur de la sécurité civile et non pas comme un simple partenaire. C'est sans doute l'objet de ces journées de la résilience que nous devons généraliser. Et je crois, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, que dans la généralisation du SNU, mais aussi dans ce que fait déjà le RSMA, la présence des gestes et du comportement de sécurité civile devra être davantage marquée. Pour nous adapter, il faut aussi mieux connaître le risque. Des travaux ont été effectués par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui dépend de mon ministère, et des inspections pour mieux appréhender les impacts des différents phénomènes que nous avons évoqués.
Les nouveaux risques doivent être aussi considérés. Je pense notamment à la découverte d'un nouveau volcan à proximité de Mayotte, Monsieur le Président, en 2019, qui a largement changé les priorités d'action locales pour prendre en compte les effets, en particulier les risques émergents. Le ministère lancera le 23 avril prochain le Beauvau de la sécurité civile, que nous voulons une grande réflexion sur la sécurité civile et surtout sur les enjeux des sapeurs-pompiers, de leur action, des collectivités locales, devant à la fois des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui permet la prédictibilité de ces événements souvent, mais aussi, bien sûr, le réchauffement climatique qui change la façon de fonctionner. Les territoires ultramarins y seront évidemment pleinement associés et j'organiserai moi-même un Beauvau de la sécurité civile, au moins un territoire ultramarin, et la ministre des Outre-mer également. Un dernier mot, peut-être, Monsieur le Président, m'excusons d'avoir été trop long. Si le renforcement de la coopération régionale est évidemment un enjeu d'efficacité qui peut d'ailleurs permettre une diplomatie régionale, qui peut d'ailleurs permettre à la France de récupérer des moyens, mais aussi d'en apporter, ce que nous avons fait au Vanuatu, par exemple, au lendemain du cyclone qui l'a touché et qui a touché le nord de la Nouvelle-Calédonie. Il est aussi et surtout ce moment de coopération régionale le moyen de mettre en avant nos territoires. La réponse de l'État en Outre-mer sur le volet sécurité civile et assistance en cas de catastrophe naturelle représente une organisation que tous les États des zones régionales ne sont pas en mesure d'assurer. Et j'ose dire à votre micro que seule la France est capable, sur toutes les mers du monde, d'apporter un soutien identique à celui de l'Hexagone par sa solidarité et par le fait qu'évidemment tous les territoires ultramarins sont partie intégrante du territoire national, y compris les plus retirés, comme Wallis et Futuna d'un certain point de vue, ou Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, où nous travaillons évidemment à la prévention, puisque je rappelle le grand travail que fait l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le déménagement du village de Miquelon grâce au fonds Barnier, et c'est le travail coordonné que nous faisons avec le ministère de la Transition écologique. À titre d'illustration, depuis 1992, l'accord France, signé par la Nouvelle-Calédonie conjointement avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, constitue une coopération des 3 pays au profit des États insulaires du Pacifique, victimes de catastrophes naturelles majeures, et qui peut-être permet à ces pays de faire appel à des puissances occidentales plutôt qu'à des grandes puissances asiatiques, sans arrière-pensée. Par ailleurs, depuis 2019, la Croix-Rouge française, que je remercie également via sa plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes, PIRAC, pilote le programme Ready Together, destiné à renforcer la préparation des pays caribéens à ces catastrophes et à mieux coordonner l'aide. À cet effet, la France a tout intérêt à étendre en effet son offre de coopération. Il existe une diplomatie de la sécurité civile. Elle permet souvent de mettre des ponts avec des populations qui ne parlent pas forcément spontanément avec nous. Enfin, les systèmes qui marchent dans l'Hexagone, je pense à FR Alert par exemple, qui a permis de sauver des vies, notamment pendant les dernières tempêtes qui ont touché le nord de la France et la Bretagne. À la suite, vous le savez, du drame de Lubrizol, même s'il n'a pas engendré évidemment par rapport à l'explosion qui a pu connaître les dégâts humains que l'on pourrait pu attendre, c'est-à-dire le fait que votre téléphone en cell broadcast, même si vous n'avez pas donné votre numéro, puisse sonner, vous donner les éléments d'information, quand bien même, évidemment, vous seriez confiné chez vous, sera étendu dans les années qui viennent au territoire ultramarin pour que chacun puisse connaître, évidemment, les risques en cas d'alerte météo, en cas, évidemment, d'alerte volcanique ou dans tout autre risque naturel que j'évoquais, avoir la possibilité de toucher tous les citoyens désormais grâce à son téléphone portable, ce que nous pouvons faire largement dans l'Hexagone désormais. Premier pays au monde à le faire, la France. Nous le faisons pour tous les territoires ultramarins dans les mois et les années à venir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre.